Le magazine L'Express, cette semaine dans son nouveau numéro qui nous parle de la dette cachée, une dette cachée en France. Bonjour Béatrice. Bonjour. Tous mes voeux. De réussite notamment pour cette nouvelle formule. Eh oui, nouvelle formule. Rédactrice en chef de L'Express. Voilà, Netflix, c'est fait, la nouvelle drogue. Ouais. Juste une petite question, ce nouveau L'Express là qui sort en kiosque, c'est un petit lifting ou c'est vraiment un changement de formule? Ah non, c'est vraiment un changement de formule. Ça n'est pas un simple toilettage de la maquette, même si tous ceux qui vont se ruer dans les kiosques pour l'acheter verront qu'effectivement ça change beaucoup. Mais c'est un changement beaucoup plus profond, avec un recentrage aussi sur la politique, l'économie, avec l'économie qui aura une très très grande part dans ce magazine, à la fois de la politique économique, de la macro, de l'économie, le suivi des entreprises en fait, aussi une partie consacrée vraiment à la tech et au numérique, et puis une très grande partie consacrée à l'international, où on va aller beaucoup plus dans l'analyse en fait et la géopolitique par grandes zones, l'Amérique latine, l'Asie, l'Afrique, le Moyen-Orient, donc ça toutes les semaines. Et donc, vraiment un nouveau magazine à la fois sur le fond et sur la forme. Bon, très bien. On suivra ça avec attention, évidemment, et on vous souhaite un grand succès. Merci. Cette semaine, ce n'est pas la couverture, mais c'est un sujet qui nous intéresse. Alors, on parle souvent de la dette publique en France, hein, même si on en parle de moins en moins, puisque finalement… D'ailleurs, on a eu ce chiffre pendant les fêtes de Noël. On était tous trop… Trop préoccupé par le conflit entre la bûche et le conflit social. Exactement, pour voir que la dette publique en France, alors c'est temporaire, a dépassé les 100 points de PIB. Évidemment, on en parle peu parce que les intérêts de la dette, ça coûte de moins en moins cher. Et donc, tout le monde s'en fiche un petit peu. Et donc, c'est vrai que tout le monde s'en fiche un peu. Pardon, c'est pas le sujet du jour, mais on n'en parle plus maintenant de ça. C'est comme si les gens étaient un petit peu habitués à la dette publique, elle enfle année après année, comme si c'était une addiction, une sorte d'une addiction assez confortable, effectivement, avec la baisse des taux d'intérêt, puisque la charge baisse de c'est ça qui est important, la charge de la dette, encore une fois. Oui, mais bon, ça coûte moins cher à rembourser en intérêt pour l'État français. Non, mais quand on avait deux fois moins de dette. On ne restera pas toujours dans un univers magique de taux d'intérêt quasiment nul. Mais ça peut durer quand même. Ça peut durer longtemps, voilà. Évidemment, mais là je suis incapable de dire ça peut durer 1 an, 2 ans, 10 ans. Donc imaginez qu'on restera toujours de façon éternelle, que le monde a changé dans ce monde de taux d'intérêt quasiment nul. Ça serait prendre un très grand pari. Sauf choc inflationniste qu'on ne voit pas venir. Effectivement, voilà. Oui. Il faudrait qu'il y ait un choc inflationniste qui vienne d'une explosion des salaires, mais qu'on ne voit pas, parce que c'est vrai, je crois que c'est Patrick Artus qui nous disait, mais imaginez que dans certains pays, il y ait de manière réglementaire, on double, je ne sais pas si on écoute les démocrates, certains disent aux États-Unis, dans le cadre de la présidentielle, si on double le salaire minimum, ça crée un choc qui est positif quelque part, parce que des gens seront mieux rémunérés. Oui, non, mais quel sera le niveau d'inflation dans 40 ou 50 ans dont personne est aujourd'hui de sérieux n'est capable de le dire. Donc bon, tout le monde s'en fout un petit peu de la dette publique. Et ce qui est inquiétant, c'est qu'il y a une autre dette aujourd'hui qui est en train, elle aussi, d'enfler. La vôtre, la mienne, la nôtre, la vôtre, c'est celle des ménages. Voilà. Et donc la France, quand on regarde, on fait des comparatifs, en fait, la France est le seul pays, des grands pays développés, où le taux d'endettement des ménages n'a cessé de progresser depuis 20 ans. Même, en fait, pendant les années de plomb, les années de crise entre 2009 et 2011, où la dette a reflué dans tous les grands pays, évidemment aux États-Unis, en Grande-Bretagne et en Espagne. On parle bien de la dette des ménages. La dette des ménages. La dette a reflué dans ces pays-là. Non, en France, elle a continué de progresser. Alors évidemment, on partait de niveaux plus bas. C'est un rattrapage. Donc c'est un rattrapage, sauf que ça continue de progresser. Et aujourd'hui, en fait, les ménages français sont sont les deuxièmes les plus endettés d'Europe, à côté des ménages espagnols. Oui, mais ils sont endettés à taux fixe, donc c'est pas grave. Donc là aussi, c'est comme la dette publique, on va dire, on s'en fout. Mais oui, sur le papier, parce que ce poids, en fait, aujourd'hui, c'est quasiment 96% du PIB. Quasiment autant que la dette publique. Donc c'est quasiment autant que la dette publique. Mais encore une fois, à taux fixe, même si les taux remontent, on s'en fout, quoi. Oui, alors, avant de regarder ça, il faut se dire, c'est quoi cette dette ?
Ouais. Alors, c'est évidemment, c'est la dette qui est liée à l'immobilier, la flambée des prix. On sait que le crédit immobilier progresse en France quasiment 2 fois plus vite que chez nos voisins européens. Alors les banques, elles ont tout fait. Les banques qui commencent d'ailleurs à être tensées de plus en plus de façon virulente en fait par le gouverneur de la Banque de France, encore récemment lors de ses vœux. Ouais. Il a mis une première couche chez nous, c'était chez nous fin novembre, le lendemain du HCSF, il l'avait dit. J'avais dit mais ce sont des recommandations, est-ce que vraiment il faut que ça soit suivi des faits? Lors de ses vœux, il a dit en gros... Il a dit à un moment on va taper quoi. En tout cas, il conseille aux banques d'une certaine façon de remonter le coût du crédit, de se refaire des marges et donc du coup de ralentir la progression, du crédit. Vous êtes contente, la Béatrice, non donc quand on regarde, les banques elles ont fait ce qu'elles pouvaient, on va dire, pour limiter la dureté de la flambée des prix d'immobilier. Elles ont allongé la durée des prêts, 21 ans elles ont ratiboisé les taux d'emprunt et puis elles ont multiplié des offres de prêts un petit peu bancales où aujourd'hui on a une grande part de prêts qui sont faits avec un taux d'apport qui est inférieur à 10%, voire pas d'apport du tout. Et quand on regarde aussi, alors il y a cette fameuse règle des 33%, c'est-à-dire que le taux d'effort, en fait, ce que les ménages remboursent effectivement en intérêt et capital tous les mois, ne doit pas dépasser théoriquement 33% des revenus. En réalité, dans près de 20% des cas, ce taux d'effort est supérieur à ce 33%. C'est pour ça d'ailleurs que la Banque de France tire la sonnette d'alarme. Alors évidemment, on parle de... on dit c'est à taux fixe. Il y a une forme de dérive, vous écoutez, on n'en est pas là quand même. Il y a peut-être quelques exagérations là, ici et là, mais quand on regarde le taux de défaut sur les crédits immobiliers en France, mais c'est dérisoire, je ne sais pas, 1%, 2%. Oui, c'est dérisoire. C'est vrai aussi que cette dette est à taux fixe et qu'on se dit, si les taux d'intérêt remontent, finalement, c'est pas très grave. Mais le problème, il n'est pas là. Sauf que le problème, il n'est pas là. Il n'est pas sur la question des taux, il est sur la question de la conjoncture et de la situation financière, finalement, des ménages. Et là, le Haut Conseil pour la stabilité financière avait fait une sorte de stress test à l'automne. Et regardez, si on a un choc comme on a eu en 2008, ce qui est... personne ne peut dire on n'aura jamais de choc comme ça, c'est pas vrai. Et donc de remonter du taux de chômage, c'est là, en fait, où la pression sur la situation financière et la capacité de remboursement des ménages... Parce que les gens peuvent perdre leur emploi. Parce que les gens peuvent perdre leur emploi, parce que les filets de sécurité, même si en France, avec l'État-providence, ils sont importants, la dernière réforme de l'assurance chômage fait que quand même, vous avez une indemnisation qui est moindre pour les cadres, pour les cadres et qui est plus et qui dure moins longtemps. Et donc là, dans ce cadre-là, ce stress test qui a été fait par le Haut Conseil, eh bien, on voit que le taux de défaut sur les crédits remonte, dont même dépasse le pic de 2004. Alors, mais à combien? C'était 1,6. Ouais. C'est bas, mais c'est... On ne joue pas à se faire peur, là, quand même. Non, parce que la situation financière des banques, elle n'est pas si réjouissante que ça, parce que leurs marges sont extrêmement simples, parce qu'elles sont face à dans une situation de concurrence et de changement de leur modèle qui est inimaginable et qu'elles n'ont sans doute vraiment pas besoin d'une crise immobilière et d'une crise qui viendrait plomber en fait leurs résultats. Donc le risque, c'est qu'en cas de récession, les emprunteurs soient en difficulté, ça met en difficulté les banques, c'est ça l'idée, la courroie de transmission est là. Et donc on sait qu'une crise bancaire, ça finit jamais très bien. Après, ce qui est sûr, c'est que si les banques prêtent aussi à tour de bras, c'est parce que la BCE derrière a mené une politique monétaire très accommodante. Je veux dire, c'est ce que j'expliquais au gouverneur, c'est qu'ils veulent à la fois appuyer sur l'accélérateur, sur le frein en même temps. Bien sûr, mais en même temps, vous avez des autorités de contrôle qui sont là aussi pour dire attention, on ne va pas refaire l'exemple espagnol. Donc, quand on a eu le passage... Ils étaient en taux variable. Bien sûr, mais il y a eu une distribution du crédit qui a été extrêmement importante. On ne peut pas seulement dire c'est pas grave, c'est du taux fixe. Parce que la dette, même si elle est à taux fixe, elle est encore là. Voilà, donc cette dette cachée qui fait peur, c'est cette semaine dans l'Express. Et on revient là, on va de nouveau revoir la couverture. Netflix, la nouvelle drogue. Oui, effectivement, on est tous un peu drogués. Mais oui, c'est quoi le sujet? Qu'est-ce que vous nous racontez qui n'a pas passé sa soirée, son week-end sur une série? Donc évidemment, alors on détaille très bien à la fois en fait le phénomène sociologique et culturel de l'arrivée qui bouleverse en fait la façon de regarder la télé.
Et puis, on regarde aussi d'un peu plus près cette année 2020 qui, pour cette entreprise, c'est un peu l'année de tous les dangers parce que jusqu'à présent, elle a fait une sorte de blitzkrieg dans le paysage. Et maintenant, il y a beaucoup de concurrents. Sauf qu'il y a beaucoup de concurrents. Il y a Amazon, il y a Apple, il y a Disney+. Donc, c'est une année un petit peu difficile, sachant que son catalogue est en train un petit peu d'être un petit peu là aussi ratiboisé parce que toutes les grandes sociétés de divertissement enlèvent notamment Disney, puisqu'ils créent Disney+. Et donc là, le challenge pour Netflix, c'est produire, c'est faire de la production maison, une production qui coûte très cher. Une entreprise qui a une dette de près de 15 milliards de dollars, dette qui va continuer de s'accroître dans un univers concurrentiel extrêmement dur. Et c'est vrai que les analystes se sont un peu inquiétés à l'automne quand il y a eu, notamment aux États-Unis, une baisse du nombre d'abonnés, et donc, ou en tout cas une moindre croissance du nombre de ces abonnés. Donc, ils ont pris un peu d'avance quand même. Donc le modèle Netflix, c'est une success story incroyable. C'est-à-dire qu'ils sont passés, en 2014, en fait, ils avaient 54 millions d'abonnés dans le monde. Ils en ont aujourd'hui 158 millions. Donc, c'est inimaginable. Sauf que maintenant, il y a des concurrents qui ne sont pas des startups. Donc, c'est quand même, quand vous avez en face de vous Amazon, Facebook, Apple, Amazon, Disney, Apple, c'est des concurrents sérieux. Et il y a un temps aussi limité pour nous, pour vous. On ne va pas passer non plus toutes nos nuits à s'abonner à toutes les plateformes de streaming et à regarder toute la nuit. Donc, il y aura un choix. Il y aura des gagnants et des perdants. Voilà, donc à lire cette semaine dans le nouveau numéro de l'Express. Netflix, la nouvelle drogue. Et des pages éco, encore plus de pages éco dans l'Express. Plus enrichie, belle, intelligente. Béatrice Mathieu, comme vous, rédactrice en chef à l'Express. On se voit un jeudi sur deux. Bien sûr. Merci, bye.